Quand j'ai commencé à écrire, j'arrêtais pas de lire partout que dans ces descriptions, il fallait installer une atmosphère. Je lisais partout. Et bizarrement, quand je demandais « Ok, mais comment on installe une atmosphère ?» ben là, il y avait personne. Alors si, il y en avait quelques-uns quand même qui donnaient des conseils, mais ça restait très vague. Choisissez bien vos mots, bah me voilà bien avancé. Moi qui comptais mal choisir mes mots, maintenant je sais qu'il faut bien les choisir. Donc j'étais obligé d'apprendre par moi-même. Et dans cette vidéo, mon but, ça va être de vous montrer par quel processus je passe pour faire passer une atmosphère dans mes descriptions. Mais avant, peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert d'installer une atmosphère dans une description. Alors quand on débute, on a un peu cette image de la description comme un outil pour aider le lecteur à se représenter. Ça, c'est une phrase que j'entends partout. La description, c'est pour aider le lecteur à se représenter. Alors oui, mais pas que. Parce que si vous ne faites que ça, c'est-à-dire vous avez quelque chose en tête et vous utilisez la description pour le faire passer dans la tête du lecteur, ça risque de donner quand même au final des descriptions un peu plates. Ça va être très factuel, très clinique, très froid. C'est en gros une description purement réaliste, avec zéro émotion, zéro impression, zéro ressenti. Et ben, l'atmosphère, c'est justement faire passer la description au niveau supérieur, c'est-à-dire lui faire faire quelque chose en plus que de simplement décrire. Quand vous arrivez à installer une atmosphère avec une description, vous faites plus que décrire. Vous nous donnez aussi un ressenti. Vous installez une certaine ambiance, en plus de votre description. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Installer une atmosphère, c'est un des moyens pour rendre ces descriptions moins ennuyeuses et moins plates. Ok, mais comment on fait ça? Alors, pour cet exercice qu'on va faire ensemble, c'est moi qui vais faire et vous qui allez regarder, mais ensemble. Je vais prendre une scène. Moi, j'ai choisi des falaises en bord de mer. Alors, vous imaginez ce que vous voulez. Il y a les vagues qui se jettent sur les rochers. Est-ce qu'il y a de l'herbe en haut des falaises ou pas? Est-ce qu'il y a des promeneurs? Ce que vous voulez. Et on va la décrire de deux manières complètement différentes pour installer deux atmosphères complètement différentes. Mais avec le même point de départ, une falaise en bord de mer. Alors, petit avertissement quand même, ces descriptions, elles ont un but surtout pédagogique. Ça veut dire que c'est pas forcément comme ça que moi j'écris dans la vraie vie. Par exemple, je suis quelqu'un qui fait super attention à la musique des mots, à l'harmonie, à comment ça sonne. Ici, je vais pas trop m'intéresser à ça. Mon but, c'est surtout de vous montrer comment orienter votre description pour qu'elle laisse une certaine ambiance. Donc évidemment, il peut y avoir des choses à redire sur certains points. Moi ici, c'est surtout de vous faire comprendre le processus qui est important, ok? Donc c'est des descriptions pédagogiques, c'est pas forcément des descriptions qui me ressemblent à moi. Là, je suis juste en train de me dédouaner au cas où vous trouvez ça nul. Alors, comment ça marche? Première étape, c'est déjà de savoir quelle atmosphère vous essayez de poser. Alors je sais que ça a l'air super bête comme ça, mais plein de gens n'y réfléchissent pas consciemment. Et du coup, ils installent une atmosphère, mais en même temps une autre, et en même temps une autre, et à la fin, ça donne un peu du n'importe quoi. Du coup, nous, quelle atmosphère est-ce qu'on veut poser en premier? Alors mon idée, c'était de créer une atmosphère lugubre, inquiétante, quelque chose d'hostile, d'un peu flippant, quoi. Une ambiance pesante. La deuxième étape, ça va être d'établir un plan, de réfléchir à un angle d'attaque pour arriver à poser cette atmosphère. Moi, mon plan, ça va être de sous-entendre qu'il y a une présence. Il y a quelque chose qui nous veut du mal, qui se cache et qui attend simplement le bon moment. Je vais aussi essayer d'utiliser la personnification. La personnification, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous donnez des caractéristiques, des attributs humains à quelque chose qui n'est pas forcément humain. Si vous comprenez pas, vous allez comprendre après, vous en faites pas. Troisième étape, on va réfléchir à ces images. Et c'est là qu'on commence vraiment le travail de l'atmosphère, parce que réfléchir à ces images, c'est déjà prendre conscience que, en tant qu'auteur, c'est à vous de décider ce qui est important ou non dans une description. Une description purement factuelle, ça n'existe pas. Il y aura toujours un détail en plus que vous pourrez donner sur ce que vous avez dans la tête. Donc ici, vous allez choisir ce que vous allez montrer, et surtout, les choisir intelligemment en fonction de l'atmosphère que vous voulez poser. Alors, ok, mettez-vous en situation, vous voulez décrire une falaise de manière inquiétante. Quelles images vous viennent en tête? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de flippant dans une falaise en bord de mer? Qu'est-ce qui peut effrayer votre lecteur? Alors moi, les images auxquelles j'ai pensé, c'est tout ce qui concerne l'obscurité. Donc insister sur la lune, sur les nuages qui seraient épais, sur les cavités rocheuses qu'il peut y avoir dans la falaise, et puis aussi, pourquoi pas, le vent, on peut toujours le décrire de manière inquiétante aussi. Et au niveau du champ lexical, je vais évidemment rester dans tout ce qui est inquiétant. Je vais parler de hurlements, de ténèbres, de choses comme ça, quoi. Quelque chose qui va être important de faire ici, c'est d'insister sur l'isolement, sur le fait qu'on est seul, qu'il n'y a personne pour nous aider. C'est un peu la stratégie alien, quoi, finalement. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier, c'est ça qu'on va essayer de refaire. Ensuite, quatrième et dernière étape, ça va être de décrire
du général vers le particulier. Alors j'insiste, avant qu'il y en ait un qui râle, c'est pas obligatoire du tout. Vous décrivez dans l'ordre que vous voulez. C'est simplement que généralement, quand on débute, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça parce que c'est logique, ça vous donne une certaine hiérarchie dans votre manière de décrire, et ça va vous aider à faire des descriptions qui sont beaucoup plus lisibles et compréhensibles par vos lecteurs. Parce que souvent quand on débute, on décrit un peu tout à mesure que ça nous vient, et le lecteur il tombe là-dessus, il fait rien compris. Parce que ça part dans tous les sens, et vous décrivez un truc, et puis ah oui au fait j'avais oublié, il y avait ça aussi. On ne comprend rien. Donc on va donner une certaine hiérarchie, on va partir du très général, et puis aller vers le particulier. Donc premièrement, on va poser l'ambiance. D'abord le ciel. Le dernier rayon de lune venait de disparaître derrière les épais nuages à l'horizon. Alors là vous voyez qu'on a cette image d'obscurité, j'ai parlé de la lune. Il y a des épais nuages, donc c'est qui fait plutôt obscur. La lune, elle disparaît derrière les nuages, donc elle fait encore plus obscur. Et puis je vais même changer disparaître, tiens. Parce que je pense à un autre mot, qui est plus intéressant, qui est le mot s'évanouir. Le dernier rayon de lune venait de s'évanouir derrière les épais nuages à l'horizon. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, s'évanouir, en français, ça a au moins deux sens. S'évanouir dans le sens de disparaître, mais aussi s'évanouir dans le sens de tomber dans les pommes. Et ça, c'est bien, parce que le lecteur a bien compris que s'évanouir était pris ici dans le sens de disparaître. Mais inconsciemment, il va aussi y avoir ce deuxième sens de s'évanouir. Alors je sais, vous vous dites là, ouais, mais c'est rien du tout. Il va pas comprendre. Mais c'est ça justement une atmosphère. C'est de poser une ambiance par petites touches, sans que le lecteur s'en rende forcément compte. Vous allez voir qu'on va faire ça plusieurs fois, et à la fin c'est ça qui crée l'atmosphère. Après le ciel, on décrit la mer. Et on n'entendait plus que le chant plaintif des vagues qui s'échouaient en contrebas. Alors ici, le bruit des vagues, vous pouvez le décrire de plein de manières, mais une manière qui permet de rendre ça un peu inquiétant, moi ici j'ai choisi de le comparer à un chant plaintif, un truc un peu, vous voyez, un genre de prière un peu religieuse, truc un peu inquiétant quoi, un peu lugubre. Ça tombe bien, c'est l'atmosphère qu'on essaye de refaire. Donc vous voyez que j'ai pas décrit le clapotis des vagues. Le clapotis c'est pas méchant, c'est pas inquiétant ça. J'ai décrit le chant plaintif. Donc sélectionnez chaque image pour qu'elle aille dans la direction que vous voulez aller. Et puis tiens, je vais refaire pareil, s'échouer je vais le changer, et je vais prendre le verbe mourir, qui aussi a au moins deux sens en français. Mourir, cesser d'exister, et puis mourir, pour des vagues, c'est aussi le fait simplement de s'échouer. Et on n'entendait plus que le chant plaintif des vagues qui mouraient en contrebas. Ensuite, le vent. Le vent qui, en longeant la falaise, s'engouffrait dans tous les espaces, sifflait dans l'obscurité. Ici, il y a simplement l'idée que s'engouffrer dans tous les espaces, c'est un petit peu flippant, quoi. On a l'impression qu'on ne peut pas lui échapper au vent. C'est une petite touche, c'est quelque chose de très léger, mais ça s'additionne, petite touche par petite touche, c'est ça qui fonctionne. Ici, je vais encore changer un verbe. Siffler, je trouve que c'est trop neutre. Je pense à un autre mot qui serait encore mieux pour rendre ça lugubre, et je vais choisir de dire pousser des hurlements. Là, c'est une personnification parce que le vent ne pousse pas des hurlements, c'est un homme qui pousse des hurlements. Alors on pourrait aussi dire le vent hurlait, tout simplement. C'est juste que je trouve que ça sonne un peu mieux dans cette phrase de dire pousser des hurlements. Ok, maintenant on a décrit le général, on va se concentrer un peu plus sur le particulier. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment flippant dans cette ambiance? Alors là, on va la faire en un coup. C'était comme si la nuit avait réveillé des choses. Le premier village était à plus de 10 km, il n'y avait personne dans les environs, et pourtant, des bruits semblaient se rapprocher. Tapis dans la broussaille humide, cachés dans les cavités ténébreuses. Ils attendaient le bon moment. Là, je vais insister sur l'idée de présence, il y a un truc un peu flippant. Donc je parle de choses. La nuit a réveillé des choses. Mais je ne dis pas quoi, c'est fait exprès. C'est ça qui va être flippant. Si j'avais dit quoi, ça serait tout de suite moins flippant. Parce qu'on se dirait « Ah, c'est ça ». Donc ne pas dire. Ensuite, on va insister sur l'idée d'isolement, en disant que le premier village, il est à 10 km, qu'il n'y a personne dans les environs. Tout ça, ça renforce l'idée que nous, on est tout seuls. Il n'y aura personne pour nous aider. Et puis je fais aussi une personnification des bruits, parce que vous voyez que les verbes que j'utilise, c'est plus des verbes qu'on utiliserait pour quelque chose d'humain ou d'humanoïde, ou quelque chose qui bouge en tout cas. Les bruits qui se rapprochent, qui sont tapis dans la broussaille humide, qui sont cachés dans les cavités ténébreuses, tout ça, c'est pas les bruits qui les font. C'est ce qui fait les bruits qui fait ça. Donc je sous-entends qu'il y a quelque chose là derrière. Et que ce quelque chose attend le bon moment. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Ça, c'est le processus simple pour créer une atmosphère. Si vous n'avez pas encore totalement compris vraiment comment ça fonctionne, c'est maintenant que ça va devenir clair, parce que vous allez voir la différence entre les deux. Deuxième description, atmosphère complètement différente, on va essayer de décrire quelque chose de violent, de frénétique, qui bouge dans tous les sens, quelque chose de cacophonique. C'est ça le mot que j'ai retenu, cacophonique. Mais on doit décrire la même chose, notre falaise en bord de mer. Donc, étape 1, l'intention, c'est fait. On veut quelque chose de frénétique, de cacophonique. Étape 2,
établir un plan, un angle d'attaque pour arriver à atteindre cette atmosphère en particulier. Alors réfléchissez. Vous voulez donner l'idée de mouvement, que ça bouge dans tous les sens, et vous avez la mer et la falaise pour faire ça. Qu'est-ce que vous choisissez? Comment est-ce que vous abordez le problème? Quelle solution créative vous pouvez trouver pour arriver à ça? Moi, ce que j'ai choisi, c'est de me concentrer sur l'idée d'une tempête. Bah ouais, s'il y a la mer, si on a une mer super calme, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Et les falaises, ça bouge encore moins. Donc je vais essayer de donner un peu du mouvement à tout ça, et je vais décrire un jour de tempête. Au moment où l'orage est en train de se lever, qu'on sent que ça va péter. Ensuite, je vais aussi essayer de donner plein d'informations au lecteur, de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y en ait vraiment tellement qu'il soit submergé sous les informations. Ça va lui donner l'impression de ne pas pouvoir tout gérer, et ça va renforcer cette idée de cacophonie. C'est comme quand on est sur un marché en heure de pointe et qu'il y a tout le monde qui parle en même temps, tout le monde qui crie, on ne sait plus où donner de la tête, ben voilà, c'est exactement cette idée-là que je vais essayer de reproduire. Et enfin, dernière chose, ici je vais essayer quand même de travailler un peu le rythme, parce que je veux que ça soit de plus en plus mouvementé, de plus en plus violent, donc je vais faire gaffe à mon rythme. Attention, travailler le rythme, ça veut pas dire faire des phrases de plus en plus courtes. Vous pouvez faire des phrases courtes, mais pas rythmées du tout. Vous allez voir ce que je veux dire après. Étape 3, lister des images et réfléchir à son champ lexical. Qu'est-ce qu'on a comme image qui donne une idée de mouvement? Moi, je pense tout de suite à la mer qui est agitée, des bateaux qui bougent dans tous les sens, les mouettes aussi, les mouettes ça bouge, il y en a souvent quand il y a de la mer, les vagues évidemment, l'orage et tout ce qui est un signe d'orage, et puis le mélange des sons. Et là, les sons, il y a tout ce que je viens de dire. Les mouettes, ça fait du bruit, le vent fait du bruit, les vagues font du bruit, l'orage, ça fait du bruit. Tout ça, on va le mélanger vers la fin. Et puis au niveau du champ lexical, je trouve que ça serait intéressant de réfléchir à des mots qui font partie du champ lexical de l'électricité. Parce que l'électricité, c'est quelque chose de vif, c'est quelque chose de frénétique, ça bouge dans tous les sens, c'est violent, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et on peut parfaitement utiliser des mots qu'on utiliserait normalement pour quelque chose d'électrique, mais dans le cas de la mer. Étape 4, on décrit du général vers le particulier. Vous commencez à savoir comment ça marche maintenant. D'abord, je vais me concentrer sur l'horizon. Au fil des jours, la mer s'était chargée d'une tension qui ne pouvait pas durer. Les derniers bateaux, qui tentaient de se réfugier au port, tanguaient dangereusement. Ok, ici j'installe progressivement l'idée qu'il y a un orage qui se prépare. Vous voyez qu'il y a le champ lexical de l'électricité, se charger d'une certaine tension. Bref, je sous-entends que ça va finir par péter, quoi. Et puis les bateaux qui tanguent dangereusement, ça sous-entend que la surface de la mer est très agitée, typiquement ce qui se passe juste avant un orage. Ensuite, on va introduire le mouvement, et là je vais me concentrer sur les mouettes, parce que les mouettes, ça bouge, et donc ça va m'aider à suggérer ça. Même les mouettes avaient senti la tempête. Elles voltigeaient nerveusement au-dessus des falaises vibrantes et plongeaient en piqué comme des flèches. Alors ici, je fais plein de choses, je vais pas non plus rentrer trop dans le détail, mais j'ai pas dit par exemple que les mouettes planaient, parce que planer c'est un mouvement très lent, c'est tranquille, non. Voltiger, c'est déjà plus rapide. Et puis voltiger nerveusement, là c'est encore plus rapide, encore plus frénétique. Et puis c'est pas suffisant, alors je vais dire qu'elle plonge en piqué. J'aurais pu dire piquer, c'est un verbe qui regroupe les deux, mais j'aimais bien l'idée de plonger parce que ça rapproche encore de la mer. Et puis j'ajoute une comparaison, comme des flèches, c'est encore plus rapide que rapide. Vous voyez que j'ajoute de plus en plus de trucs pour qu'on comprenne que, grosso modo, ça bouge dans tous les sens. Et pour ceux qui l'avaient remarqué, falaise vibrante, c'est encore un moyen d'utiliser un adjectif un peu inattendu pour décrire quelque chose qui normalement ne bouge pas. C'est typiquement très statique, une falaise. Ensuite, je décris les vagues, et ici je vais utiliser une gradation, c'est-à-dire que je vais utiliser plusieurs verbes qui sont de plus en plus forts. Essayez de voir si vous arrivez à la trouver, la gradation. Les vagues montaient, roulaient, se gonflaient d'écume en accélérant et s'abattaient sur le récif en gerbes d'eau flamboyants. Ici, vous voyez que les verbes monter, rouler, se gonfler et s'abattre, c'est de plus en plus fort, de plus en plus violent. Et donc je donne l'image de quelque chose qui s'accélère, d'un mouvement qui devient de plus en plus rapide, jusqu'à ce dernier verbe, s'abattre, qui est le moment le plus violent de la description des vagues. Ça, en fait, ça va aider aussi le lecteur à se représenter toute cette violence. Je décris pas simplement les vagues en disant « tiens, ça bouge ». Non, j'essaye de donner vraiment du mouvement à ma phrase. Et puis je vais finir avec ce que j'avais dit, c'est-à-dire que je vais mélanger tous les sons en même temps, dans une seule phrase si possible, comme ça je permets pas au lecteur de respirer. Je lui mélange tout. Il va se ramasser tout sur la tronche d'un coup, et c'est ça qui va renforcer cette image de cacophonie. Cette impression qu'il y a trop de choses et qu'il ne sait plus où il doit regarder. Le grondement de la mer résonnait dans toutes les cavités, sous les falaises et tout autour, se mêlait au craquement de l'orage et au vent qui sifflait fort et aux cris agités des mouettes lancées à toute allure. Vous voyez comme j'ai eu du mal à respirer, j'ai eu du mal à finir la phrase. Alors normalement c'est pas conseillé,
Mais ici, moi je vous le conseille, parce que c'est l'effet qu'on recherche en fait. Rien n'est interdit en écriture tant que c'est bien fait. Ici, je cherche à ce que le lecteur ait du mal à terminer la phrase. Donc je le fais exprès. C'est une phrase un peu longue, et en plus, je lui donne l'impression que la phrase est finie avec « et au vent qui sifflait fort », parce qu'en général, « et » c'est le dernier élément d'une énumération, sauf que j'en rajoute un deuxième, « et aux cris agités des mouettes ». C'est ce qui s'appelle une polysynthèse, si vous voulez le sortir une fois en soirée, une accumulation de conjonctions de coordination, et ça permet de donner cette impression qu'il y a trop de choses, que tous les sons viennent en même temps. Voilà pour cette description cacophonique. Vous voyez qu'on est parti de la même scène, on a fait deux choses totalement différentes. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? On avait une autre idée en tête, on savait ce qu'on essayait de faire, et on a choisi ces images et son champ lexical en conséquence. Voilà la différence. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette vidéo ? Qu'on peut orienter sa description. Que vous, en tant qu'auteur, vous êtes responsable de ce que vous nous montrez. C'est vous qui nous dites où on doit regarder, et pas par hasard ou parce que c'est l'image que vous avez en tête, mais parce que vous essayez de nous faire ressentir quelque chose. Vous essayez de poser une atmosphère, de faire plus que juste décrire, mais de nous orienter dans une certaine direction. C'est ça, poser une atmosphère. Vous devez apprendre à être précis et intentionnel dans les mots que vous utilisez. Tous les choix que j'ai faits dans ces deux descriptions allaient à chaque fois dans une même direction, et c'est ça qui a fait qu'on a abouti à deux descriptions complètement différentes pour une même scène, parce qu'on avait une idée différente à la base. Donc s'il y a une chose à retenir là-dedans, c'est que vous devez arrêter de vous imaginer qu'une description c'est juste pour aider le lecteur à se représenter. Aider le lecteur à se représenter, ça veut rien dire, c'est le niveau 0 d'une description, c'est le truc le plus plat possible. Si vous voulez rendre vos descriptions moins plates, leur donner plus de relief, un des moyens pour faire ça, c'est de mettre en place une atmosphère. Je vous ai décrit mon processus, il y en a plein d'autres, c'est juste pour vous donner de l'inspiration, pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire quand on sait ce qu'on fait. Maintenant, c'est à vous d'utiliser votre propre style, de choisir vos propres images pour créer votre atmosphère. Mais au moins, vos descriptions seront moins ennuyeuses. Alors, il faut quand même que je le mentionne, mais on peut faire plein d'autres choses que ça avec une description. C'est pas, y a les descriptions plates d'un côté et puis les descriptions avec une atmosphère. On peut faire plein d'autres choses. On peut faire ressentir une émotion, c'est quelque chose d'un peu plus fort que juste un ressenti. On peut faire de la caractérisation, on peut faire de l'exposition, on peut faire de la poésie comme Damasio, on peut faire plein de choses. Si ça vous intéresse de voir les autres choses qu'on peut faire avec une description, dites-le en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez l'impression que je fais du contenu qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, c'est le moment de le dire parce qu'elles me prennent du temps à préparer et j'ai besoin de savoir si elles plaisent parce que sinon je suis en train de faire tout ça pour rien. Si vous avez entendu plein d'oiseaux dans cette vidéo, ne venez jamais en Amérique centrale. Abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez la chanson. Merci d'avoir regardé ma vidéo et moi je vous dis à la prochaine.